Bienvenue sur Génération Liée, un podcast de Peuple et Culture. Pour faire simple, Peuple et Culture, qu'on appelle aussi PEC, c'est un groupe d'associations réparties partout en France. Notre but ? Promouvoir une éducation qui ne s'arrête pas à l'école, mais qui continue tout au long de la vie. Chez PEC, on pense que tout le monde devrait pouvoir exprimer ses opinions et être acteur et actrice de la vie démocratique de manière égale. Pour ça, on propose aux gens de développer leur esprit critique à travers des activités éducatives, culturelles, artistiques et même des rencontres de jeunes. Ces idées sont au cœur de Peuple et Culture depuis sa création, il y a 80 ans, quand d'anciens résistants ont misé sur l'éducation pour reconstruire la société après la guerre. Ce podcast vise à interroger différents sujets, comme la montée de l'extrême droite, l'interculturalité, l'inclusion, la place des femmes et les enjeux écologiques qui portent depuis longtemps et portent encore les travaux de nos assos. Ainsi, des personnes de tout âge, de toute génération se succéderont au micro pour échanger sur ces sujets parfois complexes, en partageant leurs points de vue et leurs expériences. Rejoignez-nous pour échanger et mieux comprendre le monde qui nous entoure. Bonjour, je suis Sonia en service civique à l'Union Peuple et Culture et aujourd'hui je vous retrouve avec un format un peu différent puisque nos deux invités Loïc et Mané n'ont pas pu se retrouver pour échanger ensemble. Cependant, ils sont tous les deux passés au micro pour aborder des thématiques communes et des questions qu'ils ont pu s'adresser l'un l'autre sur le sujet de la lutte contre la montée de l'extrême droite et du militantisme à Peuple et Culture. Et donc je propose que nous passions à la présentation un peu plus détaillée de nos invités pour nos éditeurs et à la présentation aussi des structures qu'ils représentent. Je m'appelle Loïc Decamp, j'ai 36 ou 37 ans. J'ai commencé à militer à l'université. Je viens pas d'une famille militante. C'est à l'université que j'ai commencé et comme j'ai été papa très jeune, à 20 ans, je me suis retrouvé un peu en galère financière assez vite. Et donc c'est un peu par hasard que j'ai découvert le milieu squat à Liège, parce que à Liège, dans les centres sociaux et dans les squats, ils organisaient souvent de la bouffe populaire, donc des bouffes pop. Et donc à cette époque-là, ça m'a quand même bien aidé, jeune étudiant fauché, à bouffer régulièrement, et je suis un peu tombé dans la marmite du militantisme à ce moment-là. Donc d'une part, un militantisme étudiant à l'université, parce que j'étais représentant des étudiants de ma fac, et en même temps, plus dans les milieux, je veux dire, plus anarchistes, à côté dans les centres sociaux. Je sais pas, 2 ans après que j'ai commencé à découvrir les centres sociaux et le milieu squat, j'ai quitté l'UNIF, j'ai pas fini mes études, et j'ai commencé à vivre en squat et à beaucoup militer dans l'antifascisme. Et c'est un peu comme ça que maintenant, depuis plus de 10 ans, je milite au niveau de l'antifascisme à Liège et en Belgique. Plus tard, j'ai repris mes études, je les ai terminées, et j'ai commencé à travailler un peu plus culture il y a 4-5 ans. Ça fait 1 an que je suis devenu coordinateur à Peuple et Culture Wallonie-Bruxelles. Oui, donc Mané Tessandier. Moi, je fais partie du collectif de Peuple et Culture Corrèze. C'est ce qui peut tenir lieu en termes de vocabulaire, aussi de bureau, aussi de conseil d'administration. On a une sorte de collectif un peu large qui rassemble les deux. J'ai été longtemps présidente de Peuple et Culture, Corrèze, et je suis à Peuple et Culture. J'ai connu Peuple et Culture très très jeune, lorsque j'avais 17 ans. Voilà. Il n'y a plus de président de Peuple et Culture. Il y a une responsable légale, point final, qui est tirée au sort par un collectif. Un collectif qui est formé à la fois de bénévoles et de salariés. Voilà. Pour aborder de façon un peu plus large le militantisme à Peuple et Culture, Loïc avait préparé une question à t'adresser. Mané, est-ce que tu définirais Peuple et Culture comme une association militante ou plutôt une association où travaillent de manière professionnelle des militants et qu'est-ce que ça traduit en fait cette distinction ? Oui, c'est une question intéressante, précisément aujourd'hui parce que peut-être, en tout cas à Peuple et Culture Corrèze, c'est une question qui traverse le moment présent où on voit d'une certaine manière des anciens de Peuple et Culture qui ont vécu une partie de l'évolution de Peuple et Culture et qui seraient plutôt sur le versant c'est une association culturelle où s'investissent des militants.
et non pas une association militante, dans la mesure où Peuple et Culture garde une identité généraliste, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une dimension politique, effectivement, au sens noble du terme, c'est-à-dire pas une dimension partitiste, mais une dimension politique, mais que c'est une association donc qui rassemble un certain nombre d'activités qui sont d'ordre aussi artistique, culturel, et que c'est important de faire la part des choses parce que, en tout cas, ce n'est pas une association activiste. C'est une association qui reste avec des contenus forts concernant la culture et l'art. Voilà ce que je pourrais dire en réponse à Loïc. Et la distinction est très importante aujourd'hui, il me semble, plus que jamais, même si on peut dire que du côté du politique, précisément, je pense que la désaffection dominante des personnes à l'égard du politique, et notamment à l'égard de ce qui est partitiste dans le politique, a des effets sur l'évolution de Peuple et Culture, où il y a une désaffection aussi à l'égard du politique au sens large du terme. Je pense aujourd'hui que dans les différentes associations, il y a une désaffection à l'égard du politique, qui est peut-être plus forte en France qu'elle ne l'est en Belgique d'ailleurs. Et c'est pour ça que la question de Loïc est intéressante. Alors que, à l'origine de la création de Peuple et Culture, il y a une dimension politique de fond parce que effectivement, c'est la libération, c'est la fin de l'occupation nazie. C'est la fin de la guerre, mais c'est la fin de l'occupation nazie qui a marqué les fondateurs de Peuple et Culture. Et Peuple et Culture naît dans ce creuset où il y a une sorte de, comment dire, il y a à la fois très vite formulé par Dumasdier la nécessité, dans une époque où il y a une hégémonie des deux grandes forces politiques qui ont été à l'origine de la libération du pays, à savoir le gaullisme et le Parti communiste, c'est donc deux partis très hégémoniques. Il formule très vite la nécessité d'une autonomie de la sphère culturelle et artistique par rapport à la sphère politique. Et c'est ce qui fonde l'originalité de Peuple et Culture par rapport à d'autres mouvements, par exemple, qui ont été fortement influencés par des partis politiques, qui ont été des courroies de transmission des partis politiques. Donc Loïc, tu travailles à Peuple et Culture Wallonie-Bruxelles, donc qui est la seule association du mouvement qui est en dehors du territoire français et qui se trouve donc en Belgique francophone. Pour toi, quelles sont les particularités aussi de travailler à Peuple et Culture en Wallonie justement? Comment ça affecte aussi cette dimension engagée qui est très importante dans votre association? Nous, donc en Belgique francophone, il y a quelques petites particularités institutionnelles qui font que les associations d'éducation populaire, on dit éducation permanente chez nous, mais éducation populaire, doivent défendre un point de vue. Donc elles doivent avoir un objet social, c'est-à-dire des buts, des enjeux que l'association doit défendre. Et autre particularité, on est subsidié afin de travailler avec des personnes, afin qu'elles adoptent un point de vue critique, qu'elles analysent d'un point de vue critique la société et qu'elles s'organisent pour revendiquer des droits. Donc dans une certaine mesure, le champ associatif d'éducation populaire en Belgique francophone, c'est un contre-pouvoir. C'est comme ça que c'est assez communément admis, même si tous et toutes ne seraient pas d'accord, mais du moins c'est comme ça que nous on le considère. Et donc, dans l'histoire de Peuple et Culture Wallonie-Bruxelles, donc PEC OEB, ça a 50 ans l'année prochaine, donc c'est aussi une vieille organisation qui a été lancée par des militants et des militantes de gauche, gauche plurielle, qui fréquentaient PEC France et la méthodologie de l'entraînement mental. Et eux et elles avaient décidé de promouvoir cette méthodologie de l'entraînement mental afin aussi de former des cadres culturels, des cadres militants culturels. Voilà, et donc c'est pour ça que même toujours aujourd'hui, nous on travaille essentiellement au champ de la formation, avec une spécificité, c'est que nous, c'est dans notre décret, c'est dans nos obligations, ça nous oblige à former avant tout des professionnels et des professionnels du secteur. Et en même temps, donc comme je disais, notre association doit défendre un objet social. On doit défendre des valeurs, de point de vue critique, etc., etc. Et dans Peuple et Culture, donc Peuple et Culture, nous sommes une organisation qui se revendiquons des gauches, pas d'une gauche en particulière ou d'un parti ou d'un syndicat en particulier, mais des gauches. Une organisation laïque.
laïque d'inclusion, et qui s'est donné aussi un peu comme but de participer à l'organisation culturelle des mouvements sociaux. Alors les mouvements sociaux, ils peuvent être associatifs, ils peuvent être syndicaux, ils peuvent être politiques, ils peuvent être de toute forme, et donc nous c'est plutôt dans ce champ-là qu'on intervient. Donc dans une certaine mesure, dès l'histoire de la fondation de PEC-UEB, il y a une dimension engagée. Par contre, ce qui change aussi, et ça c'est une particularité aussi belge, et encore plutôt de la Belgique francophone, il y a une continuité entre les organisations associatives, les syndicats, les mutuelles et les partis politiques. La Belgique, c'est ce qu'on appelle un système pilarisé, c'est-à-dire qu'il y a différents piliers. Donc il y a le pilier socialiste, il y a le pilier chrétien, il y a le pilier libéral et puis il y a le pilier pluraliste. Et chacun de ces piliers a son syndicat, a sa mutuelle, a ses associations, a son réseau scolaire et ses partis politiques. Alors, ça ne veut pas dire que tout est hyper organique, etc. Ça a été dans l'histoire belge, mais ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus délié. Mais ce qui fait qu'il y a toujours eu beaucoup plus de relais. Il y a toujours eu beaucoup plus de proximité entre le citoyen et les cadres politiques. Et donc, du côté plutôt du territoire français, est-ce que le mouvement Peuple et Culture a eu et a maintenu des liens avec justement les syndicats ou avec le monde ouvrier en général? Je pense que les liens entre le mouvement national Peuple et Culture et les syndicats ouvriers, il est extrêmement faible. Il y a des liens avec d'autres mouvements d'éducation populaire, avec les nouvelles formations politiques, les mouvements écologistes éventuellement, mais avec les syndicats traditionnels, les liens sont faibles et ils ont été faibles. Alors, je pense que c'est lié aussi au fait qu'en tout cas en France, le syndicalisme ouvrier est un syndicalisme qui, peu à peu, a réuni de moins en moins de personnes. Le nombre d'adhésions aux syndicalistes est faible, mais aussi, je pense que c'est extrêmement lié au revers de ce dont je parlais tout à l'heure, de cette théorie, entre guillemets, ou affirmation d'une autonomie de la sphère culturelle et artistique par rapport à la sphère syndicale et politique, ce que formule Dumasdier, qui a eu un effet extrêmement bénéfique aussi, je pense, sur le mouvement jusqu'à aujourd'hui, mais qui, le revers, c'est que il n'y a pas eu de lien fort historiquement avec le mouvement syndical et ouvrier. Pour ce qui concerne l'histoire de Peuple et Culture Corrèze, il y a eu pendant des années des formations organisées pour des jeunes ouvriers et paysans. À l'époque, c'était un dispositif formidable qui s'appelait les stages congés culturels, c'est-à-dire que pendant leur congé, des ouvriers et des paysans pouvaient, avec un petit manque à gagner, parce qu'ils devaient prendre un congé sans solde, mais c'était pas forcément dans leur congé, mais la formation était financée pour Peuple et Culture, et Peuple et Culture assurait une formation qui était à la fois politique au sens large du terme, à savoir par exemple sur l'histoire du mouvement ouvrier, sur les questions du colonialisme, mais aussi il y avait de la photographie, il y avait du théâtre, il y avait du cinéma. Et donc, pendant des années, Peuple et Culture Corrèze a conservé un lien de principe fort par des textes d'ailleurs qui disaient, il y a un texte intéressant qui s'appelle Indépendant mais pas neutre, qui affirmait la nécessité d'autonomie par rapport au mouvement ouvrier et en même temps la solidarité avec ce mouvement ouvrier. Oui, il y a quand même cet intérêt à être solidaire ou à travailler avec le monde ouvrier, avec les syndicats. Plus largement, vous définirez comment le public que vous cherchez justement à atteindre ou avec qui vous souhaitez travailler? Il y a une attention assez particulière à travailler avec ce qu'on appellerait des gens d'en bas. Donc la petite gauche d'en bas, ou les petites personnes d'en bas, quoi. Le peuple, dans son sens démos, mais dans son sens un peu plébéien. Je veux dire ça comme ça, sans mépris aucun, mais vraiment travailler avec des gens normaux, les gens du quartier, des gens qui sont également parfois engagés, mais aussi les gens qui sont présents. Et ça m'a énormément plu parce que moi, comme je fréquentais plutôt le milieu universitaire, et donc les débats intellectuels un peu pointus avec des gens de gauche qui s'engueulent et qui sont sûrs d'être d'accord et qui s'embrouillent sur des détails, eh ben, c'était un tout autre type de rapport à la culture, un tout autre
type de rapport aux individus, aux personnes, et à tout autre type de rapport au travail associatif, à l'éducation populaire. Après, quand j'ai été engagé, les personnes qui m'ont engagé, APEC savaient aussi que j'avais un profil militant, voire très militant, et je pense que c'est aussi un peu ce qu'ils cherchaient. C'est-à-dire que le champ associatif en Belgique francophone, au fur et à mesure, si la plupart des vieilles associations ont été fondées par des militants sociaux, des militants culturels, des militants pédagogiques, qu'ils soient chrétiens ou du pilier socialiste ou autres, féministes, etc., le champ s'est professionnalisé au fur et à mesure, et donc cette dimension politique, cette dimension critique, elle s'était un peu perdue avec la professionnalisation. Et donc c'est ça aussi que je pense qu'ils sont venus un peu chercher en m'engageant. Et comme une association, elle prend la patte aussi de ses membres et des activités qu'elle fait, PUC WB a changé. Entre la génération qui était avant moi et celle qui est actuelle, dont j'ai pris la coordination, PEC, c'est en même temps la même chose et c'est différent. PEC, depuis quelques années, se marque plus comme une association engagée, une association militante, qui fait des interventions, par exemple, dans les ZAD, qui fait des interventions dans des occupations d'université, qui fait, sur la Palestine, ici récemment, qui fait des interventions dans les rues ou dans les manifestations. Mais tout en continuant à faire un travail de réseautage dans le quartier, de vie dans le quartier, tout en menant des partenariats avec des publics précarisés, voilà. Donc vraiment un espace un peu multiforme, avec toujours cette sensibilité de toutes les personnes, quelles qu'elles soient, peu importe leurs prétentions ou leur niveau d'expertise, produisent de la culture, font de la culture, sont capables d'analyser critiquement la société, sont capables de revendiquer des droits. Et nous, on est là pour les suivre, les accompagner, les soutenir dans ça. Voilà. Donc dans cette deuxième partie, nous allons aborder plutôt les conséquences de la montée de l'extrême droite. Mais juste avant, je voudrais que l'on revienne sur une particularité également de la Belgique, donc qu'est le cordon sanitaire. On voit que la montée des idées d'extrême droite, c'est aussi quelque chose qui se fait aussi grandement par la médiatisation, le fait de laisser la parole à des personnes qui tiennent des discours qui soutiennent en fait des idées d'extrême droite portées sur l'immigration, etc. Est-ce que tu pourrais revenir, Loïc, sur un peu ce que c'est justement le cordon sanitaire et sur son rôle, ses enjeux en Belgique et un peu aussi l'évolution, s'il est aussi efficace aussi maintenant qu'auparavant? Donc le cordon sanitaire, c'est une convention qui est apparue dans les années 90, 90, après en Flandre, donc du côté de la Belgique où l'extrême droite électorale est beaucoup plus présente, forte qu'en Belgique francophone, au lendemain de ce qu'on a appelé le lundi noir. Alors le lundi noir, c'est quoi? Je ne sais plus c'est quoi la date exacte, mais c'est en 91, et c'est le moment où le Vlaams Blok, donc l'équivalent du Rassemblement national, on va dire ça comme ça, fait une véritable percée électorale. Et ça crée un choc dans ce qu'on appelle la société civile, mais dans la population en général, et va se dessiner, à force de luttes qui partent d'en bas, une espèce de convention où les partis traditionnels ne peuvent pas entrer en majorité avec un parti d'extrême droite. Donc ça, c'est la base. Au niveau des grosses élections, donc, c'est-à-dire au niveau local, il n'y a pas de pacte, mais au niveau communautaire, régional, fédéral, il y a un pacte. Mais c'est un pacte moral. Et donc ça a permis le fait que en Flandre, l'extrême droite n'a jamais gouverné. Donc elle n'est montée dans aucune majorité. Et ça aussi, c'est un principe un peu particulier qui est un peu différent qu'en France, c'est qu'en Belgique, c'est un système proportionnel. Et donc, ce qui fait que les différents partis doivent se mettre en alliance pour pouvoir être suffisamment, avoir la majorité sur le pouvoir législatif, afin de pouvoir composer un gouvernement. Donc ça, c'est dans ce sens-là. C'est d'abord, on compose une majorité au niveau des parlements pour fonder un gouvernement.
Et donc les différents partis doivent se mettre d'accord. Et puis comme la Belgique est un imbroglio institutionnel, un Belge francophone, même aux élections fédérales, votera pour un Belge francophone, un Bruxellois votera pour un Bruxellois, un Flamand votera pour un Flamand, et donc il y a des histoires de majorité linguistique, ce qui fait que la Belgique est obligée de faire énormément de compromis pour pouvoir monter un gouvernement, et c'est pour ça qu'on gagne souvent les temps records de période sans gouvernement. Et à côté de ce cordon sanitaire politique, il existe du côté francophone un cordon sanitaire médiatique. Alors, le cordon sanitaire médiatique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait que toute une partie de la presse s'est donné comme cadre déontologique de ne pas donner la parole politique à l'extrême droite de manière directe. Il faut toujours que les journalistes, les médias, cadrent ou vérifient qu'il n'y aura pas de dinguerie qui va être dit, ou introduire, exemplifier, commenter, etc. Donc il y a vraiment un souci comme ça de ne pas donner la parole directe à l'extrême droite. En Flandre, ça n'existe pas, ou moins, enfin ça n'existe pas parce que comme l'extrême droite électorale est assez haute, elle se trouve dans toutes les commissions d'administration, des services publics et de la presse, etc. Donc là aussi, on a un peu une séparation à ce niveau-là. Et donc ça a permis pendant longtemps le fait que alors c'est pas les seules raisons, mais ça fait partie des raisons qui font que du côté de la Belgique francophone, il n'y a pas eu beaucoup de partis d'extrême droite qui ont réussi à s'instituer dans le temps et à avoir des élus. Ça c'est déjà arrivé, mais généralement ça dure pas. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que les idées d'extrême droite ou que l'extrême droitisation n'existent pas. Et c'est même l'inverse. Pour le moment, on vit une période très forte d'extrême droitisation en Belgique, y compris en Belgique francophone. Et ça ne veut pas dire non plus que la population belge francophone est plus tolérante, plus démocrate ou plus progressiste que la population flamande qui, elle, a des partis d'extrême droite qui sont fort élevés. Oui, il y a ce contexte donc global de montée de l'extrême droite, au niveau local en tout cas, par les populations, par les élus locaux aussi. On peut dire que c'est aussi le cas en France, où il y a de plus en plus d'élus locaux qui partagent ces idées d'extrême droite, qui appliquent aussi à l'échelle de leur collectivité des mesures qui vont dans ce sens-là. Et je voulais savoir un peu du coup, pour vous, quel est l'impact justement pour les associations? Nous, on est quand même dans une région où on est fortement touché par la question des libertés associatives, en Corrèze et en Creuse. Et évidemment, au fait que lorsqu'il y a un élu UDR ou UMP, je parle des députés, dans un département, c'est des conséquences graves. Je pense à par exemple, toutes les associations qui sont en Rhône-Alpes, avec Vauquiez. Je pense qu'à un moment ou à un autre, il y aura des conséquences. Je voudrais te donner un exemple très récent. C'est le département de la Creuse. Alors c'est voisin, mais on a aussi des actions, pas seulement en Corrèze. Donc aux dernières élections législatives, c'est quelqu'un qui s'appelle Barthélémy Lenoir, un député UDR, pas un député FN, mais un député UDR, c'est le parti de Ciotti, tu sais. Il a été élu. C'est un département très pauvre. Il y a énormément d'actions des associations. Les associations, d'une certaine manière, ont pris le relais des partis politiques qui se sont désintéressés des populations les plus isolées. Ça, il faut le dire, hein, ça. Eh bien, il n'y a pas très très longtemps, donc, il y a un plan d'investissement pour la Creuse, précisément un plan de l'État, hein, parce que la Creuse est pauvre, etc., etc. Et donc, il a fait une déclaration que je te lis, parce que c'est très intéressant. Alors, je suis favorable à tout investissement dans la Creuse, mais il faut vraiment que l'argent soit investi dans le soutien de l'activité, qu'il n'y ait pas trop d'intermédiaires. Je serai vigilant sur 2 axes: les lieux hybrides et les tiers-lieux, car j'ai peur que ça finance des associations d'extrême gauche. L'autre, c'est sur l'agriculture. Je ne veux pas que ça finance une transition de l'élevage vers d'autres styles d'exploitation. C'est-à-dire que là, il atteint le milieu culturel,
est le milieu qui lutte pour la transition écologique, parce que il ne faut pas que cet investissement aille à d'autres formes alternatives d'agriculture. Il faut que ça puisse renforcer la FNSEA en Creuse et l'élevage. Et je voulais savoir donc en Belgique si il y avait aussi ce type de d'attaque aux libertés associatives. Il y a aussi, comme ils sont arrivés dans les rênes du pouvoir, les associations, certes, elles sont subsidiées, mais comme les associations sont sous-subsidiées, généralement, on dépend d'appels à projets. Donc des appels à projets de lutte contre le racisme, d'interculturalité, de lutte contre les violences familiales ou intrafamiliales faites aux femmes. Et tout ça, évidemment, ça a disparu. Parce que, bon, la droite, la lutte contre le racisme, elle s'en fout un petit peu. Donc il y a ça, et puis beaucoup des mesures, beaucoup d'attaques sur les corps intermédiaires. Justement, les syndicats, comme ils font partie, ils sont un pied dedans, un pied dehors de l'État, ils sont attaqués aussi. Et donc là, on voit une multiplication de ces attaques-là. Et une diminution des budgets de la culture, une diminution des budgets des services publics. Et donc, ça fragilise aussi les publics avec lesquels on travaille. Donc voilà, ça c'est un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui, avec aussi ce truc où chaque jour, ils nous font des annonces hyper choquantes, qui nous déstabilisent, qui nous stupéfient, et on ne sait plus donner de la tête parce qu'ils occupent tout l'espace médiatique et politique en racontant dinguerie sur dinguerie, un peu en mode Trump, quoi. Et là, on est en train tout doucement de se remettre du choc, on est en train de réfléchir à comment on peut agir, mais voilà, c'est aussi comment on fait. Si on agit de manière trop visible, on risque d'être taxé d'associations politiques et donc peut-être de réformer les subventions et donc de ne plus pouvoir remplir les missions, je veux dire les autres missions, l'analyse critique et l'organisation sociale, l'organisation culturelle des mouvements sociaux, mais toutes les missions de soutien, d'aide aux personnes, de vie sociale, etc. Et donc je voulais que l'on aborde lors de cette troisième partie plutôt les perspectives de lutte contre l'extrême droite, sur les actions concrètes que l'on peut justement mettre en place pour faire face à cette montée de l'extrême droite. Donc déjà, je voudrais savoir un peu à quel public, pour vous, il est plus pertinent peut-être de s'adresser pour faire face justement à cette montée de l'extrême droite. Est-ce que vous visez au sein de vos associations un public en particulier, notamment des publics qui votent pour l'extrême droite? Chaque association développe ses moyens d'action, ses lectures, ses stratégies. Nous, à l'heure actuelle, on ne s'est pas donné le rôle spécifique de vouloir décontaminer des personnes ou travailler par exemple avec des repentis d'extrême droite, etc., etc. Notre enjeu, c'est plutôt à l'inverse, de réunir en bas à gauche tous ceux et toutes celles qui, dans leur pluralité, etc., sont inquiets, se disent qu'elles vont être frontalement impactées par cette extrême droitisation ou par l'arrivée de l'extrême droite, et de créer des ponts entre des institutions, des collectifs, des associations, des réseaux intellectuels qui se fréquentent peu ou pas, des milieux qui se fréquentent peu ou pas. Le milieu squat et le milieu universitaire, par exemple. Les milieux laïques et les milieux religieux, je veux dire ça comme ça. Les gens qui vivent dans des quartiers populaires et des grosses institutions culturelles. Et nous, c'est plutôt là-dessus qu'on va essayer de travailler. C'est vraiment créer ces ponts-là. Donc c'est une stratégie qui n'essaye pas de s'adresser à tout le monde, quand bien même il ferait partie du peuple, peuple et culture, mais travailler avec toute une fraction large de ces personnes qui ne sont pas d'accord, etc., mais de créer des ponts et de faire aussi ce dialogue interculturel entre des syndicats qui ont leurs propres enjeux, leurs propres intérêts, des milieux laïcs. On va chercher des personnes pour toucher des gens qui soit ne viendraient pas, soit qui n'ont pas la parole. Par exemple, le cercle des étudiants musulmans de l'université de Liège, le cercle des étudiants africains. On essaye vraiment d'avoir une logique un peu d'intervention, vraiment d'ouvrir des portes qui sinon seraient pas spécialement fermées, mais simplement on n'aurait jamais pensé les ouvrir, quoi. Alors, je dirais que
D'abord, c'est pas une lutte contre les personnes qui votent extrême droite, parce que là, par rapport aux personnes qui votent extrême droite, il y a de tout. Il y a aussi énormément de gens qui se sentent abandonnés précisément par le politique. Je pense que ce qu'on peut faire de mieux, c'est plutôt de travailler vers les bénévoles et les salariés qui composent le mouvement, ou, mais pas seulement, mais aussi les zones d'influence des différents peuples et cultures, qui sont différents aussi selon les associations. C'est pas les mêmes réseaux dans le milieu rural ou dans des petites villes comme Tulle ou à Marseille ou à Montpellier ou à Douarnenez, mais il y a des réseaux autour de nous qui sont des réseaux de sympathie pour le mouvement peuple et culture. Je pense que ce qu'on peut faire de mieux, c'est plutôt travailler à un outillage de ces personnes pour être mieux à même d'argumenter, puisque aujourd'hui on sait bien que dans la vie quotidienne, on est confronté à des personnes qui défendent, il n'y a plus de honte à dire qu'il y a trop d'immigrés, qu'il y a trop de gens au RSA qui ne foutent rien, que toutes ces idées-là, quoi. Donc, on est souvent dans la sidération quand on est affronté à ces personnes, quand on est affronté aussi parfois même à des élus, parce que évidemment, ce qui est très terrible, c'est que non seulement il y a une internationale de l'extrême droite, mais il y a aussi que ce n'est pas seulement les partis d'extrême droite en France qui diffusent les idées de l'extrême droite. On sait que maintenant, une grande partie de la droite, celle de Ciotti, mais celle aussi de Retailleau, c'est-à-dire les partis traditionnels de la droite, qui sont issus du gaullisme, qui sont issus du chiraquisme, défendent des idées. Aujourd'hui, quand on voit la politique de Retailleau, qui fait partie d'un gouvernement Macron, mettent en place des éléments qui sont terribles pour les exilés. Donc aujourd'hui, la situation n'était pas facile, mais aujourd'hui, elle est totalement bloquée pour un certain nombre d'exilés. Pour vous, quelles actions concrètes sont nécessaires justement pour cette lutte contre l'extrême droite? Que ce soit des actions qui sont déjà mises en place par vos associations ou que vous aimeriez voir être mises en place et généralisées? Une formation politique au sens large du terme, une formation sociologique et même philosophique, parce que quand je pense par exemple aux écrits de La banalité du mal de Hannah Arendt, je trouve que ça serait intéressant que par exemple dans un franco-allemand, il y ait un apprentissage sur ces textes-là qui montre que, eh bien non, ces questions de valeurs d'extrême droite, elles ne sont pas elles ne sont pas seulement liées à des monstres. Elles sont liées aussi à ce qui en chacun de nous, eh bien, est influencé par des dimensions qui humainement sont contradictoires. Par exemple, cette formation, ça serait important qu'elle soit inscrite au programme de formation des salariés et des bénévoles du mouvement, parce que la plupart des formations sont des formations de type méthode, animation, ce qui est normal, hein. Mais là, c'est une des formations qui pourrait être importante aujourd'hui. Lutter contre l'extrême droite, c'est plutôt outiller les bénévoles et les salariés du mouvement sur les racines de l'extrême droite et leur donner des possibilités de pouvoir argumenter, de pouvoir aussi peut-être trouver des raisons dans chacune des associations d'action. Alors il y a déjà des actions, évidemment, mais peut-être les renforcer parce que c'est quand même du moment, c'est un moment grave. Les populations pauvres, au lieu d'être protégées, sont accusées. Hein, on les accuse de profiter des minima sociaux. Et les exilés, qui soient jeunes, sont aussi désignés comme responsables des difficultés économiques, du chômage en France, etc., quoi. Et donc le moment est grave. Je pense que ce travail de fond, ce serait certainement un moyen de lutter contre l'extrême droite. Donc nous, on fait essentiellement de la formation, et donc on fait de la formation et de l'animation, on fait un tout petit peu de production, tu as le jeu qui est juste derrière toi, la clair-obscur, c'est nous qui l'avons créé, et on fait aussi des événements large public, donc c'est un peu tout le topo qu'on fait. Les formations, on essaye d'amener un point de vue qui est un peu plus critique et un peu plus pratique.
Et l'enjeu, comme je disais, c'est pas spécialement de mettre tout le monde d'accord, c'est pas du tout notre enjeu, ou de leur donner la bonne parole ou le bon savoir à ce niveau-là, mais c'est de leur dire, ok, vous, dans vos situations concrètes, dans vos situations professionnelles, qu'est-ce qui impacte? Qu'est-ce qui agit sur vous? Qu'est-ce qui touche et empêche vos publics? Et puis, en fait, par comparaison, même si les gens sont pas d'accord, on parle de même avis, mais ils vont voir que, finalement, ils ont des choses assez analogues, assez communes, que finalement, ils sont touchés par les mêmes trucs alors qu'ils sont pas dans les mêmes espaces. Et donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de trouver du commun, mais pas du commun politique ou idéologique, du commun dans les situations. Et puis, on va les mettre en capacité de réfléchir, de prendre le temps de discuter. En arrivant à PEC, j'ai assez vite mis en place toute une série d'activités liées à l'antifascisme, dont des cafés antifascistes, quoi. Et les cafés antifascistes, c'est des activités qu'on fait une fois par mois. On a mis ça en place. On a mis en place aussi un festival antiraciste qu'on organise une fois par an, entre autres choses. Et puis, depuis que je suis là, c'est vrai que Peuple et Culture Wallonie-Bruxelles s'est un peu plus spécialisé au fur et à mesure des années sur la lutte contre l'extrême droite et la lutte contre le racisme. Voilà. Vous avez tous les deux mentionné à quel point la formation était un élément important aussi de cette lutte contre l'extrême droite. Comment vous l'envisagez ? Je vais caricaturer un petit peu, mais généralement dans les formations contre l'extrême droite, ce qui est souvent demandé, c'est de déconstruire les idées ou de pouvoir développer des argumentaires. Il faut le faire, la question n'est pas là, mais pour nous, c'est une approche qui est un peu trop superficielle et un peu trop libérale dans le sens où centrée sur les individus et centrée sur la seule débat d'idées. Si la lutte contre l'extrême droite c'était juste une lutte au niveau des idées, ça fait longtemps qu'on aurait gagné. Et donc on essaye plutôt de penser, ok, comment on arrive à penser les choses dans des contextes, dans des situations précises. Comment des milieux ruraux, comment des associations qui sont sur des enjeux spécifiques peuvent créer du lien. Comment elles arrivent à se dire, ok, mon association, elle n'est pas seule face aux problèmes que fait l'extrême droite ou face aux attaques qu'elles subissent. Comment je peux travailler avec d'autres acteurs, d'autres actrices. Alors généralement, on a tendance à rester un peu dans nos petits champs associatifs. Comment on décloisonne, comment on va à la rencontre de personnes soit qui ne pousseraient pas la porte de notre association, soit avec lesquelles on a peu ou pas l'habitude de travailler, ou simplement qu'on ne les connaît pas et qu'on ne souhaite pas. Et donc par exemple, je vais prendre quelques exemples. Nous, dans les cafés antifascistes, on a mis plusieurs choses en place pour essayer de toucher d'une part des publics qu'on ne toucherait pas habituellement, afin de ne pas rester dans un entre-soi. On a mis en place des activités, elles sont itinérantes. C'est-à-dire qu'on ne les fait pas que dans notre association, on va les faire partout là où c'est nécessaire, où on se dit que ça peut avoir un impact. Comme je disais, on a déjà organisé un café antifasciste dans une ZAD, dans une occupation à Liège. On en a déjà fait à l'université, pendant l'occupation des étudiants à l'université. On les a fait en ruralité, on les a fait dans des institutions un peu plus classes, un peu plus sérieuses, un peu plus officielles. Et on essaye de multiplier, et on essaye d'aller dans les différents quartiers de Liège, et parfois un peu plus loin, pour essayer de toucher des personnes qu'on n'irait pas si on restait simplement dans notre quartier. Donc on a abordé que les actions concrètes sont envisageables au sein des associations, là surtout par rapport à Peuple et Culture. Au-delà de ça, qu'est-ce qui vous semble nécessaire justement pour lutter contre cette montée de l'extrême droite ? Je pense que à un moment, cacher quelqu'un qui est en situation d'être mis en centre de rétention, accompagner un jeune mineur isolé qui a été déclaré majeur de manière arbitraire par l'ASE et qui du jour au lendemain est obligé de quitter l'association qu'il a mis à l'abri. Donc il dorme dehors. On est confronté à ces situations parce que dans les actions qu'on fait, il y a des jeunes comme ça. Nous, on travaille avec une association qui est chargée par l'ASE de mettre des jeunes à l'abri et on connaît des jeunes qui ont participé à des actions, un stage de dessin, de modelage, enfin n'importe quoi, de théâtre. Et on est informé que ce jeune, du jour au lendemain, il doit quitter. Donc c'est une goutte d'eau, parce que on s'occupe des jeunes dont on est informé. Et il y en a des tas qu'on connaît pas. C'est une goutte d'eau. Mais avoir la prétention de lutter contre l'extrême droite et de rester indifférent
à des situations en disant on n'y peut rien, je pense que c'est contradictoire. Peuple et culture s'intéresse à travers les actions à ces personnes. Notamment, on voit les actions à Marseille, à Montpellier, un peu partout. Il n'y a pas de problème. Je crois qu'il y a un intérêt. Je crois qu'il y a même un intérêt pour travailler à des méthodes, pour s'associer à des déclarations, pour travailler avec la CIMAD. Mais je dis simplement que c'est paradoxal. Je ne vois pas comment on peut faire ça d'un côté et de l'autre, ne pas agir personnellement pour mettre la main à la pâte, c'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire créer avec d'autres une collecte pour un jeune qui est dans cette situation, essayer de lui trouver un logement, être solidaire de familles qui sont sous une menace d'OQTF, obligation de quitter le territoire, qui sont apeurées, et donc localement, voilà, organiser avec d'autres associations des mouvements de solidarité. Et donc, je voulais savoir si vous auriez des recommandations, soit de lecture, soit de choses que vous avez vues ou entendues, que vous aimeriez partager pour nos auditeurs. Par exemple, La banalité du mal d'Hannah Arendt, je pense que ça pourrait être intéressant. Je vais en donner, deux qui sont très différents. Donc c'est Fascisme et Grand Capital de Daniel Guérin, qui est un vieux livre, puisqu'il a été publié en 1936. Et je ne veux pas dire qu'il est d'hyper actualité, il dit beaucoup de choses et je l'ai beaucoup travaillé. Et un autre livre qui s'appelle Fragments d'une lutte antifasciste, qui est une toute petite brochure qui a été écrite par les camarades de la GAL, donc le groupe d'action, le groupe antifasciste Lyon et environ, qui s'est fait dissoudre aussi par Darmanin, et qui raconte leur histoire avec toutes les difficultés et sans phare, quoi. Merci encore à Mané et Loïc pour leur participation à cet épisode portant sur le militantisme à Peuple et Culture, les conséquences de la montée de l'extrême droite pour les associations et les actions concrètes à mener pour participer à la lutte contre ces idées. Et vous, chers auditeurs, je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Génération Liée.